carbure de silicium. Donc, quelques mots sur Mersen. Mersen, donc, c'est une société française cotée en bourse, dont le siège est à Paris La Défense. Ça a eu été jusqu'à 1 milliard de chiffre d'affaires avant le Covid, un petit peu moins l'année dernière, comme vous imaginez. Donc, 6500 à 7000 personnes. On est actif sur les 3 régions de manière à peu près équivalente. On a un pôle, le pôle historique, la société auparavant s'appelait Carbone Lorraine, était très connue sous ce nom-là. Donc c'est vraiment le pôle qui est lié aux matériaux graphiques, aux matériaux réfractaires. Et le pôle électrique dont je fais partie, et en particulier cette business unit qui correspond au management de la puissance. Alors, ce que l'on fait chez Mersen, c'est on fait du fusible ultra rapide pour la protection des semi-conducteurs, donc en particulier du SiC, fusible classique ou fusible hybride, ce qu'on appelle les pyrofusibles. On fait du refroidissement, donc tout type de refroidissement pour les inverteurs, pour les batteries, alors du refroidissement à air, du refroidissement à eau, évidemment, du refroidissement liquide, et puis du refroidissement, je dirais un petit peu hybride, ce qu'on appelle alors en français, ce qu'on appelle les thermosiphons, en anglais les heat pipes, donc qui permettent de délocaliser l'endroit où on vient collecter les calories versus l'endroit où on va venir les rejeter dans la nature. Au niveau des bus bars, idem, 2 types de bus bars, donc du bus bar pour la connexion de l'inverteur et de tous les composants passifs de l'inverteur, ou du bus bar de batterie pour la connexion des cellules de batterie entre elles, ainsi que le monitoring tension et température des cellules lithium-ion. On fait de la capa film, on fait de la capa électrolytique et on fait bien sûr des sous-ensembles bus bar capa, sachant on a les deux en interne, donc à très faible inductance, et je reviendrai là-dessus. Et puis on a une toute petite activité purement SiC avec on a pris des parts dans cette société Kali Technologies qui fait du device, du composant carbure de silicium, mais nous, plus pour des visées protection, donc vraiment utiliser une jonction PN comme, pour ouvrir un circuit, plus que pour de la puissance de commutation. Mersen, bon, très rapidement, c'est worldwide, hein, comme vous pouvez le voir là. Notre plus grosse usine, en tout cas, c'est nous concernant aujourd'hui, là, c'est Juarez au Mexique, hein, c'est 700 personnes. C'est une de nos grosses usines du fusible et du fusible EV en particulier. On est présent sinon sur les 3 régions avec une empreinte assez marquée également en Chine et en Inde. Alors, voilà, un exemple du type de véhicule qu'on a récemment équipé complètement au niveau de la protection et de la connexion de cellules, hein. C'est une Renault Zoé qui court le trophée Andros, juste pour vous donner un exemple. Et voilà, là où on est réellement actif au sein du monde de l'automobile électrique. Donc, au niveau des batteries modules, donc on a ces plaques de refroidissement très très fines, hein. On va parler de 7-8 mm, enfin en tout cas moins de 10 mm d'épaisseur pour des plaques froides, pour du refroidissement très particulier de batterie. Ce n'est pas l'ensemble des batteries automobiles, hein, c'est plus lié aux aspects camions ou bus électriques. Grosse activité sur les bus bars monitorés. Donc, encore une fois, c'est des bus bars qui viennent connecter les cellules lithium-ion entre elles, alors quelle que soit la forme, hein, cylindrique ou pouch ou autre, ainsi que venir lire ponctuellement des températures et tensions individuelles de ces cellules. Au niveau de l'inverteur, donc c'est de la capa de DC-Link, c'est du bus bar de connexion de l'ensemble des composants, et c'est du refroidissement liquide. Au niveau de la protection du véhicule elle-même, donc on a toute la chaîne de protection entre la batterie et l'inverteur ou la batterie et les auxiliaires, avec donc ce qu'on appelle le fusible principal, hein, qui est vraiment le gros fusible entre la batterie et l'inverteur, qui peut être allègrement remplacé par des pyrofuses ou l'ensemble des fusibles dits auxiliaires qui vont venir protéger direction assistée, chauffage, climatisation ou autre. On est également présent, mais là on sort un peu du véhicule, sur les charging stations avec résolument la même gamme de produits. Donc, faisons un petit point sur l'électronique SiC. Je voudrais repartir de quelques je dirais, fondamentaux de l'électronique du semi-conducteur. Rappeler que on est face à deux tracks différents. On a le bipolaire ou l'unipolaire. Et comme vous le savez, en gros, on dit qu'on a une génération de nouveaux composants à peu près tous les 20 ans. Donc, dans les années 70, c'était le monde du thyristor de la diode. Dans les années 90, sont venus plutôt les bipolaires, les BJT, les GTO. Ensuite sont arrivés les IGCT. Alors ça, c'est plus propriétaire d'ABB. Pendant ce temps, les unipolaires ont été servis essentiellement par les MOSFET jusque dans les années 90, puis est arrivé l'IGBT. Alors, l'IGBT a beaucoup évolué,
On a vu l'ère des IGBT pendant les 20 dernières années, jusqu'à génération 6, voire 7 maintenant. On a de maximum 6,5 kV en module IGBT. Pendant ce temps-là, le MOSFET lui a donné lieu à une sous-famille qui sont les Super Junction MOSFET, qui ont vraiment des propriétés intéressantes, en particulier sur le on-state resistance. Et puis sont arrivées les premières diodes SiC, puis les MOSFET, les JFET dans les années 2010 et autres. Donc on est vraiment actuellement dans cette ère, l'ère du SiC, avec en point d'interrogation, en point de mire, l'ère du GAN. Alors effectivement, les deux ne sont pas nécessairement en compétition frontale, ils ont a priori des chasses gardées, ce n'est pas résolument les mêmes specs, on va y revenir. Donc on émet quand même le point d'interrogation de l'ère du GAN, et probablement que le SiC et le GAN vont cohabiter au sein de l'automobile électrique. D'un point de vue technique, je vous rappelle encore quelques fondamentaux. Si on prend ces trois axes, hein, donc on a la tension, l'axe Y, on a le courant sur l'axe X, et puis qui sort de l'écran, on a la fréquence. Pareil, on avait historiquement, voilà, les thyristors. Les thyristors, c'est remarquable, ça peut vraiment absorber beaucoup de tension et de courant, donc de puissance. En revanche, c'est ultra lent, c'est-à-dire que les fréquences de commutation, c'est quelques hertz au mieux, quelques dizaines de hertz. IGCT, GTO ont un petit peu amélioré la chose, en revanche au détriment du courant maximal admissible, mais qui restait somme toute de plusieurs milliers d'ampères. Sont venus les IGBT, donc l'IGBT c'est assez remarquable. En revanche, c'est capé autour de 6500 volts aujourd'hui sur les puces les plus grosses, et puis à 1000 ampères, alors 1000 ampères au niveau du module évidemment, 1000 ampères environ. Quand on compare ça par rapport à un MOSFET, c'est vrai que le MOSFET, c'est remarquable parce que les fréquences de commutation sont très très élevées. En revanche, aujourd'hui, le MOSFET, c'est 650-800 000 volts grand maximum, et quelques dizaines ou une petite centaine d'ampères au grand max. Est arrivé le SiC, le GAN aujourd'hui. Voilà ce que nous propose le GAN. Alors le GAN aujourd'hui, on est plutôt sur du 650 volts en série. On attend le 1200 volts avec toute cette problématique autour du normally on, normally off. Aujourd'hui, c'est des structures intrinsèques qui sont normally on, ce qui ne plaît pas nécessairement aux fabricants de systèmes, préfèrent avoir du normally off, donc ce qu'on appelle le e-mode. Le e-mode est en cours de développement, 650 peut-être, 1200 volts pas encore visiblement. En revanche, les fréquences de commutation sont très intéressantes. Et puis le SiC, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Alors c'est très caricatural ici, mais effectivement, c'est à peu près aussi puissant que ce que peut être un thyristor, possiblement, et aussi rapide, ou à peu près aussi rapide que peut être un MOSFET ou un HEMT GAN. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir maintenant apprendre à dompter. C'est très particulier, et surtout c'est relativement récent quelque part, hein, dans le cycle de vie standard des semi-conducteurs. Alors, comment on voit le SiC, nous, à notre niveau? Alors, le SiC a beaucoup pris sur les IGBT par le haut, c'est-à-dire par le haut, j'entends par le haut de gamme. On a vu vraiment petit à petit arriver le SiC sur plusieurs applications, mais toujours via le haut de gamme. Le GAN, lui, commence à pénétrer le marché du MOSFET, il l'a déjà largement fait. 650 volts, c'est en cours d'arriver. Et puis, on va arriver probablement au-delà dans la prochaine décennie, le GAN à 1200 volts, probablement, peut faire commencer en tout cas à avoir un overlap sur ce que fait le SiC. Mais finalement, le grand perdant, entre guillemets, ici, c'est l'IGBT, parce que on sent très très bien que le GN, le SiC et l'automobile en est un parfait exemple, vont pénétrer les marchés applicatifs au détriment de l'IGBT. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les applications là où est présent le SiC, alors depuis très longtemps maintenant, je cite 2012, c'est à peu près ça, je pense à reprendre dans les papiers, mais on a vu les premiers MOSFET SiC qui sont arrivés dans les inverteurs photovoltaïques, hein. SMA en particulier, je me rappelle d'une pub, il citait 99% d'efficacité avec du full SiC, donc diode et transistor SiC, c'était l'avènement des premiers pas industriels fort volume du SiC, sachant qu'auparavant le SiC uniquement sur sa partie diode était déjà très 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 déployé au niveau des aliments à découpage. Bon, Tesla évidemment, Tesla on l'a tous en tête, hein, Tesla, les premiers pas Tesla dans le SiC dès 2014-2015. Alors ici pas en module mais en composants discrets type TO247.
Comme vous le savez, ST Micro est jamais très très loin. Hitachi aussi a fait des très belles démonstrations, enfin plus que des démos, parce qu'aujourd'hui il y a des trains, il y a des métros à Tokyo en particulier, il y a une ligne qui est 100% SiC qui a été faite. Alors c'est pas que Hitachi, c'est des consortiums au Japon, et Hitachi Mitsubishi en particulier, donc qui tournent 24/24 avec du SiC, et on a des photos où on peut vraiment observer la réduction de taille et de poids du passage d'IGBT à SiC. Aujourd'hui on voit le SiC qui commence à poindre son nez dans les charging stations, on a pas mal de clients donc, qui commencent à nous donner enfin, en tout cas à échanger avec nous des topologies SiC dans ce domaine-là. Et puis on les verra un jour probablement dans les drives moteurs industriels, les wind turbines, enfin, les éoliennes, et puis probablement également dans ce qu'on appelle les transformeurs à état solide, les transformeurs semi-conducteurs. C'est un peu plus tard dans le temps parce que soit le coût n'est pas compatible, soit les tensions n'ont encore pas atteint exactement ce qu'on recherche. Aujourd'hui, ça c'est extrait de ce que donne YOL, mais je voulais simplement illustrer un fait. Quand on regarde ça, voilà, en 2026, en accord avec YOL Développement, c'est plus de la moitié des composants SiC qui seront absorbés par le monde de l'automobile électrique, hein. C'est juste incroyable. Et même aujourd'hui, on frôle déjà à peu près la moitié, ou en tout cas un gros tiers qui est utilisé dans l'automobile, hein. Donc le marché du SiC est vraiment boosté complètement par l'automobile dans une volumétrie importante, ce qui devrait, à minima, comme première conséquence, faire chuter drastiquement le coût du composant, sachant qu'aujourd'hui, on est encore, hélas, sur une équation qui nous donne un composant SiC dont 50% du coût est lié au wafer, hein, au prix du matériau, et non pas uniquement de la partie semi-conducteur et process semi-conducteur. Donc là, voilà, le paradigme va probablement bouger dans les années à venir pour rendre cette courbe réaliste, hein, en termes de volume. Alors, le SiC, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est quoi? C'est surtout une résistance à l'état passant, le R-on, qui est bien plus basse que celle du silicium, ce qui nous permet, alors, dans une première approche, de diminuer drastiquement, en tout cas, la taille des modules. On a vraiment des densités de puissance bien plus importantes sur une surface donnée. Les opérations pardon, en français, les fréquences de commutation, excusez-moi, les fréquences de commutation également, du fait de la forte mobilité électronique dans le SiC par rapport à la maille silicium, nous autorisent de monter là où un IGBT est en général capé à 4-5 kHz. En SiC, aujourd'hui, on a sans difficulté du 20 kHz, du 50. On étudie même actuellement, certains clients viennent nous voir avec des projets à 100 kHz, ce qui est vraiment énorme. Et ce qui a comme avantage majeur, en tout cas pour l'utilisateur final, enfin pour le fabricant final, une réduction des passifs, self-inductance évidemment, CAPA également au niveau du filtrage. Et donc, ce qu'on va perdre un petit peu en termes de coût, parce que le SiC est plus cher que le silicium, on va le regagner au niveau du système parce que globalement, on va acheter des passifs plus petits. Alors, la discussion qu'on vient d'avoir, je pense que vous étiez tous à la précédente session, au niveau de la température, oui, théoriquement, c'est vrai que le SiC peut aisément toucher la barre des 250 degrés de température de jonction, c'est vrai. Le silicium est capé à 200, et clairement, aujourd'hui, il n'y a aucun silicium qui fonctionne à 200 degrés, hein, 125, c'est à peu près le maximum que l'on trouve. Donc, effectivement, la première approche, c'est de se dire, c'est remarquable, du coup, on va avoir moins besoin de refroidir. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. Je pense qu'on va simplement refroidir différemment. Je pense qu'elle est plus là, la vérité. Parce que d'abord, aujourd'hui, personne ne s'amuse à vraiment pousser des températures de jonction à 250 degrés. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un module de puissance, la puce, c'est une chose, mais il y a tout ce qui est autour. En particulier, elle est déposée sur un DBC, donc il y a une céramique, il y a un certain mode d'accrochage, soudure, frittage ou autre. Le tout est noyé dans un gel, et c'est des gels polymères, et ces gels polymères à 250 degrés se comportent très très mal. À 250 degrés, vous avez finalement votre efficacité de conversion qui est bien moindre. Donc tout n'est pas nécessairement... L'idée, c'est pas de tourner tous les boutons sur la droite de manière drastique, mais vraiment de trouver le bon compromis pour accéder à ça. Aujourd'hui, on a, si vous voulez, le gain suivant, c'est... sur un DC-DC, on peut estimer que le passage du silicium au SiC, c'est 3 points que l'on va gagner, 3 points de pourcent que l'on gagne sur l'efficacité de conversion, où on devrait tangenter les 92-93%.
Là où c'est vraiment remarquable, c'est sur la dernière partie, le DCAC, alors, qui nous réunit particulièrement aujourd'hui, hein, c'est vraiment le mode de conversion dans l'automobile, depuis la batterie d'essai jusqu'au moteur 3 phases ou 6 phases. Et là, c'est 2 à 3 points également de gain, qui nous fait aisément passer au-delà de 98, voire même 99% d'efficacité. Et là, bien sûr, cette efficacité, elle est tout de suite convertie, alors soit en enfin, une baisse de la capacité de la batterie pour les mêmes performances, soit ce qu'on appelle les extended range, hein, c'est plus de kilomètres en fait avec à batterie donnée. Et ces quelques points-là sont très très importants, et là pour le coup pour l'utilisateur final. Alors, Mersenne, sur la chaîne complète du SiC, on est présent à plusieurs niveaux. Alors, le SiC, ça commence par la croissance cristalline, donc à travers des réacteurs de sublimation. On obtient ce qu'on appelle un lingot, une boule, et plus exactement. Les wafers, comme vous le savez, sont slicés en wafer. Ensuite, on procède à l'épitaxie, donc la couche active. On a ensuite tout le process de front-end classique, hein, litho, déposition, implantation, etc., pour obtenir un device que l'on vient packager, soit en discret, soit en module. Et tout ça ensuite monté grâce à des passifs en termes de power converter sur différentes applications. Mersenne, on est actif à plusieurs niveaux. Alors, on n'est pas actif uniquement à ce qui nous rejoint aujourd'hui, c'est-à-dire bus bar cooling, capaciteur et fusible, mais également, on est également actif au tout début de la chaîne de valeur, puisque nos copains des matériaux chez Mersenne, eux, sont des fournisseurs, les principaux fournisseurs mondiaux de tous les isolants thermiques des systèmes de sublimation, réacteurs de sublimation, ainsi que de tout les wafer carriers sur lesquels on vient déposer les wafers dans les réacteurs d'épitaxie. Voilà, donc là, juste une toute petite parenthèse, voilà le type de produit que l'on fournit. Donc, c'est vraiment cet isolant là pour lequel on vient couvrir les parois du réacteur de sublimation. Alors, revenons à l'électronique. Aujourd'hui, quand on regarde l'électronique et SiC dans une automobile, on a finalement deux axes. On a un axe qui est relatif à la taille du convertisseur, d'accord, la taille du système et du convertisseur. L'autre qui est relatif aux pertes, et donc un sur les pertes, à l'efficacité. Aujourd'hui, quand on est dans le premier cadran, en haut à droite, avec une référence qu'on situe à 1,1, elle est purement arbitraire, sur une référence qui est purement silicium, donc silicium, un IGBT et une diode silicium. On a du refroidissement dit standard, on a du câble, des fois du bus bar pour connecter tout ce petit monde-là. On a des capas standards et des fusibles et de la protection de type standard. On a commencé à introduire les diodes SiC. Et là, dès l'introduction des diodes SiC, ça a été assez remarquable. C'est que déjà, on a pu, de par le fait qu'on a pu monter un petit peu plus en température les systèmes, on a pu réduire la taille du refroidisseur. Et donc, ce mode hybride a déjà permis vraiment un gain significatif sur la taille et également moins de pertes, parce que la diode SiC elle-même déjà offrait cet avantage assez net sur sur l'efficacité de conversion. Ensuite est venue l'introduction du tout SiC, c'est-à-dire qu'on a vraiment substitué tout, le MOSFET, l'IGBT part du MOSFET SiC, la diode part la diode SiC, toujours dans les mêmes fréquences de commutation. Et là, cette fois-ci, on est arrivé nos clients sont venus avec des demandes assez précises en termes d'abord un refroidissement qui est vraiment dédié à ça, c'est-à-dire avec des fortes densités de puissance, beaucoup de calories sur peu de surface. On commence à avoir des demandes aussi sur des bus bars à très faible inductance, des fusibles également avec des faibles inductances. Et puis clairement là, maintenant c'est de la capa, c'est de la capa film, pardon, et non plus de la capa électrolytique à ce niveau-là. Et puis les constructeurs ont commencé à tourner le bouton de la fréquence de switching. Alors effectivement, la beauté de ça, c'est qu'on continue de baisser la taille du système parce qu'en montant en fréquence, on peut utiliser donc des passifs de plus petite taille, capa et inductance. En revanche, on augmente évidemment mécaniquement les pertes par commutation, puisqu'on commute plus vite. Donc on a on est un petit peu moins bon en efficacité. Et quand on continue de pousser le bouton de la fréquence de commutation, 48, voire même 100 kHz. Alors, évidemment, la taille du système va, de manière quasi linéaire, décroître et on est à moins de la moitié de ce qu'était initialement notre silicium. En revanche, en perte, on est toujours meilleur que ce qu'on est en silicium, mais il est certain qu'à 100 kHz, on a quand même beaucoup de pertes de commutation, même en SiC. Mais en revanche, là, pour nous, concrètement, ça se traduit par de la très très forte densité au niveau du refroidissement, des bus bars, des capas et des fusibles, pardon, avec très
très très faible inductance et surtout de la température, enfin des bus bars pardon, à très forte température pour là à minima 120-125 degrés sont demandés. Donc tout ça, c'est une histoire de trade-off. Encore une fois, on cherche quoi? On cherche la taille ou on va chercher l'efficacité? Alors aujourd'hui, c'est vrai que globalement, en automobile, on est plus dans cette région où on trouve du 15, 20 kHz. Donc vraiment, on essaye de jouer avec ces deux paramètres sans trop perdre sur l'efficacité, mais tout en vraiment gagnant de manière assez importante sur la taille du système. Pour l'instant, en automobile, on ne voit pas beaucoup de choses à 100 kHz, en toute honnêteté. Alors, qu'on attendait quand on regarde la courbe de température, d'évolution de la température de jonction des semi-conducteurs, on s'attendait à cette courbe en fait. On se disait, bon, bah, théoriquement, et vu les évolutions passées, au-delà de 2020, on aurait dû se retrouver avec un SiC autour de 200 de TJ, un silicium qui pouvait, en tout cas théoriquement également, frôler les 200 degrés. En réalité, ce qu'on observe réellement aujourd'hui, c'est que c'est quand même capé, c'est-à-dire que le SiC, ça va être 180 et on voit guère de choses autres que 180 degrés, et le silicium est quand même plus autour de 125, 150 degrés pour certaines applications type de prospection pétrolière ou autre. Mais fondamentalement, les constructeurs de semi-conducteurs et de modules en particulier ne se sont pas amusés à pousser les limites du système, hein. Donc ça, c'était relativement une bonne nouvelle pour nous, puisque comme je l'expliquais tout à l'heure, on a des sacrées contraintes au niveau des refroidissements liquides en particulier. Donc pour nous, l'idée, ça va être vraiment de concevoir de l'électronique passive dans la gamme 165 à 200 degrés max. Donc ça, c'était déjà, et on pense, alors, ça encore, je vais le laisser à l'écran. Voilà. Ah, je reviens à mon écran. Excusez-moi, je pour une raison qui m'échappe. Voilà. 200 degrés. Alors, quand on regarde également au détail au niveau des puces, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que, en fait, à un courant donné, aujourd'hui, un composant SiC, c'est à peu près un quart de la taille, enfin de la surface, pardon, du même IGBT, d'accord? À calibre équivalent. Donc, on a un quart de la taille, enfin de la surface seulement. Là où, finalement, on a des pertes, certes, supérieures dans ces cas-là, mais uniquement de x2. Donc, en gros, notre challenge à nous et tous les fabricants de passifs, c'est de développer des solutions de refroidissement qui sont capables de supporter 2 fois plus de pertes sur 4 fois moins de surface. Donc l'équation, elle est vraiment challenging, elle est très compliquée, et c'est vraiment ce à quoi on est vraiment confronté aujourd'hui, hein. 2 fois plus de pertes sur 4 fois moins de surface. Donc là, je vous donne un exemple. Voilà ce qu'on peut faire dans l'air. Ça, c'est des choses qu'on a développées assez récemment. Donc, en fait, l'étalon, c'est ça. C'est ce qu'on va appeler donc c'est un refroidissement à ailette, un refroidisseur, pardon, un radiateur à ailette assez classique, en aluminium, tout aluminium. La version Deluxe, je dirais, c'est le même, tout cuivre. Je vous laisse imaginer, le prix n'est pas le même, mais en revanche, effectivement, les performances thermiques sont différentes. Ce que nous, on a introduit, c'est ce qu'on appelle les heat pipes, donc les thermosiphons. Donc, ce sont vraiment des heat pipes qui sont insérés dans la base plate, ici, du refroidisseur aluminium. On a 3 modules de puissance sous lesquels on va simplement venir lire la température d'échauffement juste sous le power module. Et là, ce dont on s'aperçoit, donc, la courbe noire ici représente notre référence, donc le refroidisseur sans les heat pipes. Et la courbe verte, c'est le cuivre. Et donc ici, la courbe rouge, c'est d'autres aluminium avec les heat pipes. Ce dont on se rend compte, c'est que la température, l'élévation de température sous le module est 30% inférieure simplement par le fait d'insérer ces thermosiphons. Alors, le thermosiphon, c'est quoi? C'est simplement un élément qui va permettre de dissiper la chaleur, de l'étaler sur la base plate. Donc, elle est capable de vraiment, par je ne développerai pas la technologie maintenant, mais en fait, vraiment de collecter de la calorie et de venir l'étaler tout au long de la longueur de sa géométrie, le long de la heat pipe. Donc, pour éviter en fait les points chauds. Donc, finalement, on a 30% d'élévation de température en moins. On a un coût qui est à peine 20-25% supérieur, en fait, qui est le surcoût lié aux heat pipes eux-mêmes, et le poids qui est résolument le même. Là où, comme vous voyez, le cuivre serait à peu près 4 fois plus cher et ne serait pas plus performant en revanche.
Donc, quand on regarde, il y a une toute petite vidéo qui va vous montrer un petit peu l'influence de ça. Donc, ici, notre refroidisseur sans les heat pipes, à droite, avec les heat pipes, qui, dans ce cas précis, alors, ils ne sont pas insérés, mais ils sont vraiment enfichés dans la profondeur. Hein, ils sont vraiment insérés dans la profondeur du heat pipe. Et à gauche, donc, vous avez les deux caméras thermiques. Alors, je vais lancer la vidéo. Vous devez voir la vidéo. Donc, vous voyez à gauche la naissance d'un point chaud, évidemment. Là où à droite, vous n'avez quasiment pas de point chaud et donc le heat pipe fait vraiment le job, à savoir étaler les calories tout au long de la surface pour éviter les points chauds. Donc encore une fois, le heat pipe, c'est quelque chose d'assez fantastique qui va nous permettre d'utiliser et de continuer à utiliser des techniques de refroidissement à air, mais sur des composants type grand gap, type SiC, qui ont des densités de puissance très importantes, qui généreraient, comme on le voit sur la partie gauche, des points chauds qui seraient difficilement manageables d'un point de vue thermique. Alors, au niveau du refroidissement liquide, le refroidissement liquide aujourd'hui, donc là, un exemple, alors, pour les spécialistes, vous voyez que ce n'est pas du SiC, là, c'est du Prime Pack IGBT, mais ça marche très bien avec le SiC. Donc, on a développé un nouveau brevet où, en fait, sous chaque module, on vient designer dans le cœur de la plaque froide, donc la plaque froide en son sein, donc il y a un liquide qui circule et il y a tout un schéma fluidique. Ce schéma fluidique ici, quand on le regarde de près, c'est exactement en fait une petite spirale ondulée, donc qui vient créer de la turbulence, et c'est ça qui est important dans le monde du refroidissement liquide, c'est créer suffisamment de turbulence pour venir collecter les calories. Et la beauté ici du système, c'est que en localisant précisément ces spirales résolument sous les puces, donc sous le MOSFET ou l'IGBT, mais disons sous le MOSFET SiC, sous la diode SiC précisément, on va être capable d'optimiser le refroidissement exactement là où les calories sont générées. Alors, la beauté du système fait qu'au final, on arrive à designer des plaques froides avec plusieurs power modules qui n'ont d'une part pas de différence de température en fonctionnement nominal entre deux power modules et surtout qui n'ont pas de différence de température entre deux puces à l'intérieur du power module. Donc on a une homogénéité quasi parfaite du refroidissement de ce type d'électronique. Donc ça s'applique parfaitement bien du moment où on connaît précisément la localisation des puces à l'intérieur du module. L'avantage également, c'est un avantage de réduction de taille. Comme on a cette homogénéité, finalement, rien n'empêche les constructeurs, en tout cas les designers d'inverteurs, de venir placer les modules de puissance plus près les uns des autres, puisqu'on n'aura pas de crosstalk thermique des uns avec les autres. Alors, passons dans le monde de l'inductance. Aujourd'hui, les problématiques que l'on a, c'est qu'on doit réduire les inductances tout en prenant en compte ces températures de jonction plutôt élevées. Donc, alors effectivement, la première solution, c'est au niveau du design du module. Alors, vous avez vu, et on en parlait tout à l'heure, il y a assez peu de standardisation aujourd'hui sur le monde du SiC. C'est ce qui est moins vrai au niveau du silicium. Le Prime Pack, par exemple, était plutôt quelque chose d'assez standardisé. Au niveau du SiC, on a quand même peu de standards. Et là, un bon exemple de ce que fait Cree, qui est remarquable, mais n'empêche que c'est tout sauf standard comme type de module. Une autre manière élégante de réduire les inductances, c'est également de travailler sur les jonctions entre les composants et son busbar. Et là, dans ce cas précis, c'est l'ACAPA busbar. Et je vais vous montrer par la suite comment est-ce qu'on peut, nous, arriver chez Martel à réduire ça de manière assez drastique. Et puis, on peut utiliser, quand on veut continuer à chasser l'inductance, plutôt que d'utiliser à l'intérieur des modules des bus bars non laminés, de les utiliser laminés, ce qui va permettre un meilleur recouvrement géométrique en fait, des différents pôles DC ou AC, et donc de réduire d'autant l'inductance déjà au départ à l'intérieur même du module. Donc parlons un petit peu température. Alors, le bus bar aujourd'hui, le bus bar c'est quoi? Le bus bar c'est un cœur en cuivre qui est recouvert d'un laminé en polymère, c'est en général un diélectrique de type polymère, et entre les deux, l'adhérence est faite via une glu, une colle, une résine qui vient assembler le diélectrique sur le cuivre. Alors, quand on regarde un petit peu en termes de température, ici c'est le diélectrique, donc le polymère l'isolant. Alors l'isolant, c'est vrai qu'on avait à notre disposition depuis déjà certaines années, un certain nombre d'années,
plusieurs polymères qui étaient disponibles sur le marché et qui permettent d'obtenir au moins 200 degrés de résistance, voire même de 230. Hein. Je pense aux polyimides, hein, ce qu'on appelle le Kapton, ou les polyaramides, la marque commerciale, c'est le Nomex, où on est au-delà des 230 degrés. Donc le challenge ici, on l'avait à peu près résolu. Pour nous, le plus gros challenge, c'était la colle finalement. Comment arriver à trouver la bonne colle qui va faire matcher à la fois les performances thermiques et de coefficient de dilatation thermique du cuivre et des diélectriques. Donc là, on a travaillé plusieurs recettes. Alors, je ne vous donnerai pas l'ensemble des recettes, mais en tout cas, voilà, quelques candidats sur lesquels on a bossé, des colles acryliques, polyuréthane, silicone ou autre, ou BMI, pour aujourd'hui être en mesure d'annoncer que l'on a un bus bar chez Mersenne laminé avec une gamme jusqu'à 180 degrés en série. Donc ça, c'est vraiment un produit série que l'on a. Donc on a une gamme à 105, 130 et maintenant 180 degrés de résistance. Et bien évidemment, à 180 degrés, ben, on couvre la plupart des besoins de l'électronique de puissance actuelle, en particulier au niveau des grands gaps, hein, car une fois sorti du power module, de par le biais des résistances thermiques internes, on est quand même bien en deçà des températures de jonction intrinsèques. Alors, quand on regarde les inductances, on a également ce challenge à résoudre. Voilà, un classique à 3 phases ici, et notre DC Link est ce qu'on appelle la commutation current loop, donc la boucle de courant de commutation. Et c'est ici qu'on a un vrai challenge au niveau des inductances pour relier tout ce petit monde-là. Et comme vous le savez, au-delà des inductances, pourquoi réduire l'inductance? C'est parce que quand on switch off un transistor, un MOSFET dans ce cas-là, on a un overshoot. On a un overshoot qu'il va falloir contrôler. Et cet overshoot, ce qu'on appelle le surge voltage, il est bien évidemment fonction du DIDT. Et le DIDT est particulièrement grand dans le monde du SiC, comme je le disais tout à l'heure, mais il est également fonction de cette boucle d'inductance, de l'inductance de ce CCL ici. Donc l'idée, c'était de travailler ça pour réduire l'inductance. Alors, plusieurs choses. Déjà ici, on a la problématique liée à la tension. Aujourd'hui, la tension, comment on manage les fortes tensions dans un module de puissance? Et ça commence dès 600 volts. Hein. C'est qu'on vient placer des grooves en fait entre les différents pôles de connexion pour assurer une distance minimale d'isolation entre deux connecteurs. Donc ça, je dirais, c'est vraiment l'industrie, c'est le standard industriel d'aujourd'hui. Nous, on a travaillé sur une autre approche qui était d'abord de supprimer les grooves et simplement de le remplacer par un mur, vous voyez, un mur assez haut, un mur d'isolant de type plastique, polymère, qui va nous permettre mécaniquement, donc en enlevant cette distance et ces grooves, de rapprocher les deux connecteurs l'un de l'autre. Simplement, le challenge, c'est reporter à un autre endroit au niveau du bus bar, parce que maintenant, il faut qu'on ait des bus bars qui soient suffisamment conformels pour pouvoir en fait prendre cette enveloppe ici et épouser via une fente, en l'occurrence, ce mur d'isolation. Donc c'est ce qu'on a développé en particulier avec la société, en tout cas c'est un des pourfendeurs de cette technologie qui est Microsemi ici. Comme vous le voyez, on n'a plus du tout les grooves comme en haut à gauche. Hein, toute cette partie-là a disparu et simplement on a des murs assez hauts qui leur ont permis de réduire considérablement la taille entre deux contacts et globalement de réduire la taille des modules de puissance, particulièrement bien accueillis évidemment dans le monde de l'automobile. Alors, les inductances, comment on les retravaille? On les retravaille, par exemple, sur le lien kappa-busbar. Aujourd'hui, sur une kappa classique, c'est une kappa qui en général est vissée, ou en général, ou boulonnée en tout cas, sur un busbar. Qui a comme avantage d'être relativement simple comme méthode d'assemblage, comme inconvénient majeur de créer un gap d'air. Ici, on a ce gap, ici, cette distance entre la kappa et le busbar qui crée une distance d'air et qui est assez délétère pour les aspects inductifs. Ce que l'on a travaillé, nous, sachant qu'on est fabricant et de busbar et de capacité, et de condensateurs, pardon, on a travaillé donc une soudure laser. Donc on est venu extraire directement en fait les languettes issues à l'intérieur de la capa film, qu'on est venu plier à 90 degrés, comme vous le voyez ici, qu'on est venu souder via une soudure laser, une soudure spot laser, directement sur le busbar. Donc, ce faisant, on s'est affranchi totalement du gap d'air, on a réduit au maximum la distance d'interconnexion entre la capa et son busbar. Et alors, comme première
comme première conséquence, il y en a une qui est directement mécanique, hein, en s'affranchissant du gap d'air. Déjà sur un volume donné, on peut mettre plus de kappa. Bon, celle-là, elle est simple à comprendre. Et l'autre, c'est surtout qu'on est arrivé à redescendre les inductances de connexion, cette inductance-là, inférieure à 9 nanohenries, là où on est en général à 15, 20, voire 30 nanohenries sur un système conventionnel. Donc ça, c'était vraiment une approche gagnante que maintenant a été adoptée par pas mal de constructeurs, de venir souder directement la capa sur le bus bar. Alors, effectivement, je crois il est juste de dire aussi que ici, pour l'utilisateur final, on pouvait commander le bus bar à droite, la capa à gauche et faire son assemblage maison. Effectivement, dans notre approche, l'approche Mersenne, on vous fournit l'ensemble qui est je dirais, monté, mais pré-testé également, en avance de phase. Donc, ça rend un peu effectivement plus captif nos clients. En revanche, on est assez agnostique, on peut souder d'autres types de capa à la demande, hein, pas forcément des Mersenne. Je finirai par là en vous disant que au niveau au niveau du bus bar interne, cette fois-ci, non pas du bus bar externe, le bus bar interne, grâce à notre technologie jusqu'à 200 degrés, on a été capable de designer des bus bars laminés internes très haute température au sein des modules de puissance. Alors, je suis hélas assez contraint par bien évidemment beaucoup de NDA qui m'obligent hélas à ne pas dévoiler grand-chose. Et là, j'ai plein de photos que je ne peux pas vous montrer. Mais soyez sûr qu'on a des bus bars, alors même plus évolués que ceux que je vous montre ici, qui sont aujourd'hui en production sur des modules SiC, des bus bars laminés qui résistent donc à 200 degrés, enfin 180 et 180 plus, à très très faible inductance. Donc, en conclusion, je dirais que nous, effectivement, on a conscience et on aime à dire que oui, il y a une certaine maturité au niveau du SiC, du GaN, c'est en devenir. Ces technos semi-conducteurs sont maintenant relativement fiables et je crois qu'elles ont été d'ailleurs éprouvées dans beaucoup de systèmes industriels. En revanche, le talon d'Achille, ça reste définitivement les passifs, hein. Je cite en particulier les CAPA qui sont un des modes de défaillance, hélas, majeur du monde de l'électronique de puissance. Et là, on sait qu'il y a des vrais challenges encore, en particulier les capas haute température, les magnétiques de même. Et donc, on a travaillé beaucoup, nous, sur le refroidisseur, les fusibles, les bus bars, pour les rendre compatibles et faire en sorte qu'on puisse mettre effectivement en musique le SiC. Simplement de dire, et vous l'avez sûrement noté, que Mersenne, plus qu'un simple fournisseur de solutions ponctuelles, hein, un bus bar, un fusible ou autre, on travaille vraiment la notion de solution maintenant. On veut vraiment aider nos clients à manager au mieux, à optimiser leur design au mieux. Et on a réalisé, nous, avec nos clients, sur des designs électriques, en tout cas sur des schémas électriques de nos clients, on a vraiment optimisé certains de nos designs pour obtenir des densités de puissance en kilowatts par litre record. Et on en expose souvent lors de nos trade shows, quand on a le bonheur de croiser des gens en réel. Écoutez, je m'arrêterai là. Je suis ouvert à quelques questions. Il nous reste une dizaine de minutes, si je ne m'abuse. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous ceux qui nous sont rejoints. Nous sommes maintenant une vingtaine de participants. Donc, pour permettre à Philippe de répondre au mieux à vos questions, je vous demanderai de lever la main et je vous donnerai la parole. Je vous signale la présentation de Philippe Roussel et donc vous pourrez la retrouver très prochainement sur les sites des associations organisatrices. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Personne ne se lance. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une petite question. Est-ce que vous étudiez l'utilisation d'alliage d'aluminium pour remplacer le cuivre? Oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, je ne l'ai pas présenté ici, mais oui, on a nos bus bars, on a toute une série aluminium, en particulier pour la connexion batterie, où là, la recherche de coûts est assez. C'est un point majeur, en tout cas, un axe de nos clients, où là, on a des propositions avec des bus bars cœur aluminium, absolument. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des commentaires. Alors, je pense que
Si ce n'est pas Pierre Rosé qui vient de poser la question, je vois qu'il lève la main. J'avais levé la main Déjà, avant bon. de poser la question, mais j'en ai une autre qui est un petit Oui, peu je vous en plus prie. compliquée. Si on regarde économiquement un bus bar laminé par rapport à un assemblage de 2 bus bars avec une feuille isolante de Millard, économiquement, on se positionne comment en termes de coût global? Alors, bon, effectivement, il y a le coût économique. Alors, je ne vous cacherai pas qu'effectivement, nous, on a des clients qui, dans certaines gammes de produits où ils n'ont pas de contraintes techniques majeures, effectivement, utilisent simplement comme vous dites, hein, 2 lames de cuivre espacées enfin, il y a un spacer ou voire même un millard, comme vous le dites. En revanche, ça répond très très mal techniquement à des problèmes de décharge partielle en particulier. Donc là, vous allez être très très délétère sur ces aspects-là. Donc ça, c'est limité quand même à des petites tensions. Et puis globalement, nous, on a des isolants, on a une isolation via nos laminés qui est complète, même sur les bords, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment aucune fuite. C'est-à-dire que les bords sont également sertis avec le diélectrique, ce qui fait que vous n'avez aucune pièce, aucune partie métallique exposée à l'extérieur, ce qui ne sera jamais le cas quand vous faites votre assemblage maison. Donc dans l'automobile, autant vous dire que pour l'instant, on voit pas, ou très peu, en tout cas pas à notre connaissance, on n'a pas rencontré on va dire une concurrence déloyale de gens qui assemblent simplement avec une pièce, avec un millard entre deux conducteurs. Le plus grand concurrent pour nous en automobile, c'est le PCB, hein, c'est le Power PCB, c'est le PCB qui a ses avantages, ses inconvénients. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Partiellement, pas sur l'aspect économique. Sur l'aspect économique, oui, non, effectivement, c'est bien. Alors, je ne vais pas vous me lancer dans des grandes équations économiques, mais effectivement, on est tous confrontés au même coût du cuivre, donc ça, qui est quand même une grosse partie du coût de l'ensemble, mais effectivement, c'est bien moins cher simplement de faire un assemblage maison. Et encore une fois, on a des grands constructeurs qui ont des gammes de produits avec des bus bars ultra simples et qui nécessitent, à juste titre, pas on va dire une technologie de type bus bar laminé. Maintenant, vous donner un chiffre exact, non, je ne le ferai pas là, mais c'est moins cher, évidemment. Mais c'est moins performant. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, messieurs, mesdames? Oui, alors, je viens de lever ma main. Tanguy Chupin. Je voulais savoir sur les capacités où en était la recherche. Parce qu'on voit que sur les convertisseurs, on essaye de monter en fréquence de manière à mettre des composants passifs le plus petit possible. Donc ça permettrait d'avoir des capacités qui soient plus fiables si elles sont plus petites, Oui. qu'il y ait une meilleure gestion thermique. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de recherches sur le sujet, de nouveaux matériaux, ou c'est sur le design plutôt, les capacités? Alors oui, il y a beaucoup de recherches parce que, comme je le mentionnais, il est communément admis que la capa, c'est l'élément le plus faible, le chaînon le plus faible de la chaîne de l'électronique de puissance. On le sait, beaucoup de modes de dégradation sont liés à la capa. Donc en capa film, on a plusieurs axes de développement. Alors, il y en a un, je vous l'ai montré, c'était la réduction déjà de l'assemblage capa bus bar pour les aspects inductifs. Il y en a un autre, évidemment, c'est les capas haute température. Aujourd'hui, le monde de l'automobile, enfin le monde de l'électronique de puissance en général, l'automobile en particulier, serait ravi d'avoir des capas à 125 degrés. Et ça passe par l'avènement de nouveaux films polymères, des nouveaux polymères développés type PE, enfin des PE++ ou des PP++, qui vont permettre de monter en température tout en maintenant une durée de vie, on va dire, raisonnable. Et raisonnable dans le monde de l'automobile, considérant les cycles de puissance et donc les cycles de fonctionnement à coup d'accélération de freinage, c'est effectivement probablement l'un des secteurs les plus exigeants sur les capas. Donc là, on travaille là-dessus. Aujourd'hui, on a pas mal de choses, déjà à 125 degrés, en tout cas dans les tiroirs, pas complètement commercialisées. Certains de nos concurrents ont déjà des offres commercialisées. Alors, je ne sais pas si TDK est avec nous, là, je n'ai pas la liste des participants, mais je sais que TDK en tout cas, a fait la publicité récemment de gamme à 125 degrés. Donc là, il se passe des choses.
Nous, ce qu'on est en train, le troisième axe de recherche, c'est de monitorer nos CAPA. En fait, on a développé une technologie, une petite puce qu'on vient intégrer avec une lecture type Bluetooth ou autre, qu'on vient intégrer et qui vient lire tous les points de fonctionnement de la CAPA au cours de sa vie, et donc qui, de manière prédictive, va pouvoir dire au client, alors évidemment c'est dans des applications un petit peu haut de gamme, parce qu'il y a un surcoût, mais qui va pouvoir, de manière prédictive, dire à l'utilisateur qu'il est temps de s'intéresser à ces CAPA, éventuellement de les changer, ou en tout cas à opérer peut-être certains tests complémentaires. Donc, encore une fois, on vient lire tous les points, tension, température, F de T, F du temps de fonctionnement. Et en fonction de différents ABAC que l'on a développés sur les modes de défaillance de CAPA, on est capable de dire, là, on commence à toucher un petit peu la limite, il y a un risque. Et cette petite puce là qu'on vient de rajouter, on est déjà pré-commercialisé, on devrait faire une annonce bientôt sur une commercialisation fort volume. Mais ça reste de la chimie, la CAPA. Ça reste de la chimie. Merci beaucoup, Philippe. D'autres questions? Je vois que la présentation a été extrêmement complète et précise. Nos participants n'ont plus de questions. Donc, dans ce cas, je vais vous souhaiter bon appétit et vous rappeler que nous reprenons à 13h30 pour 3 autres présentations de chacune 1 heure, donc jusqu'à 16h30 pour des présentations sur les passifs. Je vous remercie de votre attention et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Philippe. Au revoir. Entendu, au revoir, bon appétit.